Bienvenue à cette conférence qui fait partie de la série Les grandes conférences de la FASAC. Donc, avant de commencer, je vais avec les règles. On a un hibou qui fonctionne aujourd'hui. Donc, dès qu'on fait du bruit, il se tourne vers le bruit. Donc, il faudrait essayer d'être le plus silencieux possible. Et en même temps, c'est une conférence enregistrée. Donc, en étant ici assis dans la salle, vous acceptez d'être en quelque sorte aussi dans l'enregistrement. Donc, c'est simplement pour vous prévenir. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir le professeur Marc Clouse, qui va nous présenter une conférence intitulée « Domaine de l'éducation physique et à la santé, influence québécoise chez les cousins belges francophones ». Donc, tout d'abord, avant de débuter, je vais faire une brève présentation de Marc, très brève, juste très brève. Donc, Marc Clouse est professeur ordinaire honoraire. Il a effectué sa carrière au sein du département des sciences de la motricité de l'Université de Liège, en Belgique, où il pilotait la formation des enseignants en éducation physique. Son activité scientifique porte sur l'intervention dans les activités physiques et sportives. Ses travaux de recherche s'appuient sur le modèle intégrateur processus enseignement-apprentissage, prônant une approche écologique de la relation pédagogique. Il se caractérise par une grande transversalité au niveau des contextes de pratique des activités physiques et sportives. La promotion d'un mode de vie sain et actif figure parmi ses priorités. Au niveau scolaire, il défend une approche qui renforce le sens du cours d'éducation physique et la place de l'école dans la formation de citoyens physiquement éduqués. Actif dans plusieurs associations internationales, il a entre autres assuré la présidence de l'AESEP de 2014 à 2022, Association internationale des écoles supérieures d'éducation physique. Je laisse la parole, Marc, pour une conférence. Merci Félix. Je peux me positionner où je le souhaite. Donc, comme ça, je vais rester actif et ça conviendra bien. Tout d'abord, je tiens à vous remercier ici à Sherbrooke. Ce n'est pas la première fois que j'ai l'occasion de venir et c'est toujours un grand plaisir. Et la première fois que je suis venu, j'ai failli ne pas repartir d'ailleurs. Certains s'en souviennent ici. Donc, pour la petite histoire, il m'avait emmené sur une patinoire pas loin d'ici où j'ai failli laisser le coup, la nuque. Donc, voilà, bienvenue à ceux qui sont en ligne. Je ne sais pas très bien comment je dois les visionner, mais bon, bienvenue. Et je vais démarrer tout de suite, puisqu'on m'a donné une demi-heure. Alors, le titre qui est proposé là-bas, on a négocié ça avec notre collègue ici, c'est naturellement un petit peu prétentieux, parce que, en fait, c'est plutôt ce que les Québécois pourraient apprendre aux francophones belges, puisque vous avez une grande expérience depuis plus d'une vingtaine d'années et que nous, finalement, on commence seulement à engager le processus. Et donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de décrire le contexte belge francophone du cours d'éducation physique et de son évolution, éducation physique et à la santé, de telle manière à ce que vous voyez qu'on essaye de vous imiter, et puis après, on pourra certainement discuter. Donc, l'objectif, c'est de présenter les nouvelles missions des enseignants en éducation physique belge francophone, afin d'en débattre avec un public qui est beaucoup plus averti que nous en la matière. Je vais proposer trois parties, une présentation du contexte, une brève description du référentiel de compétences, quelques informations aussi d'une étude relative à une étude qui a été réalisée avec Joanne Grenier sur la comparaison entre ce qui se passait au Québec et en Belgique francophone, et puis surtout la période d'interaction-débat qui me semble être super importante. Alors, bien évidemment, je parle ici en termes de Fédération Wallonie-Bruxelles, de Wallonie, il y a l'organisme qui nous permet finalement d'être ici avec Sylvain Turcotte qui nous accueille. C'est Wallonie-Bruxelles International et Québec. Donc, c'est quand même un organisme important. Alors, je vais me centrer sur ce qu'il faut savoir de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, en revenant tout d'abord sur une description de la Belgique. Alors, la Belgique, c'est un petit pays complexe. Donc, 30 500 km². Donc, par rapport au Québec, vous voyez déjà le topo, avec plus de 11 millions d'habitants. Le gouvernement fédéral
et a comme capitale Bruxelles. Je pense que certains d'entre vous l'ont déjà bien visité. On parlait tout à l'heure de la bière belge, des frites, des moules, etc. Donc ça fait, et du chocolat, évidemment. Donc ça, vous connaissez. Par contre, il faut savoir que le gouvernement fédéral n'est absolument pas concerné par l'enseignement ni par le sport, d'ailleurs. Donc, qui s'occupe de cela? Ben, vous allez voir que, en fait, la Belgique est caractérisée par 3 langues nationales et 3 régions économiques. Les langues nationales donnent accès ou ont été, si vous voulez, à l'origine de la formation de 3 communautés en charge de ce qui concerne les gens, en fonction de la langue, et 3 régions économiques, les régions en charge de ce qui concerne les biens, tout ce qui est matériel, et c'est lié à la géographie. Et donc, vous avez ici une carte de la Belgique, avec en grisé dans chaque fois la communauté correspondante, la communauté flamande, la communauté française, donc de langue française, et là, dans le coin, à l'est, la communauté germanophone. Il faut savoir que l'allemand est la 3e langue nationale en Belgique. Il y a 80 000 personnes qui parlent l'allemand, et donc qui avaient droit aussi à avoir leur communauté. Ces communautés sont en charge de l'enseignement, jeunesse, culture, sport, et donc, pour l'exposé d'aujourd'hui, tout ce qui concerne l'enseignement, l'éducation physique, sport ou santé, ça dépend de l'époque, les bâtiments scolaires, la formation initiale et continue, tout ça, ça dépend des communautés. En ce qui concerne les régions, vous voyez ici en grisé la région flamande. Si vous avez une bonne mémoire visuelle, vous aurez remarqué que c'est pratiquement la même chose que pour la communauté flamande. Le territoire de la région wallonne ici est pratiquement le même que la communauté française, sauf qu'on n'avait pas cette partie germanophone. Et la 3e région, vous voyez en grisé, Bruxelles-Capitale, qui n'apparaissait nulle part dans les communautés. Donc ça veut dire que sur le plan politique, des décisions vont se prendre parce que des personnes vont être élues pour diriger ces communautés ou ces régions, mais que leurs responsabilités ne vont pas atteindre, selon les compétences concernées, les mêmes citoyens. Donc ça complique un petit peu les choses. Une autre originalité, c'est que la communauté française, donc la partie francophone en Belgique, est le nom officiel qui est inscrit dans la loi belge, mais la communauté française s'est donné le nom de Fédération Wallonie-Bruxelles, que vous trouverez peut-être plus tard avec l'abréviation FWB, et donc c'est encore une autre particularité, c'est que la loi prévoit un nom, mais on utilise un autre, tout à fait officiellement. Toutes les informations, toute grande partie des informations que je vais vous présenter, viennent du site internet enseignement.be. Et si vous souhaitez, pour diverses raisons, je parle naturellement à ceux qui sont en ligne, qui voudraient se renseigner davantage pour un job, pour comprendre ce qui se passe en Belgique francophone, le site enseignement.be permet d'obtenir toutes les informations, notamment si on veut travailler, si on veut avoir un job, etc. Donc, ça, c'est le portail de l'enseignement Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, première chose, pour bien comprendre l'organisation des études, il faut savoir qu'il y a différents types d'écoles en Belgique francophone. Ces écoles sont dirigées par des pouvoirs organisateurs. Alors, on a ce qu'on appelle l'enseignement officiel ici, avec l'enseignement qui est délivré par la Fédération Wallonie-Bruxelles elle-même. Et on a en fait l'enseignement officiel qui est délivré par les provinces, les villes, les communes, etc., qui est ici. Et puis on a ce qu'on appelle l'enseignement libre. Ça veut dire que libre, ils sont libres plus ou moins d'organiser les cours tels qu'ils le souhaitent, mais ils sont subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc ils reçoivent l'argent pour payer les enseignants, pour organiser les cours, etc. Et au centre, on a le libre catholique, qui est le plus grand réseau scolaire, le plus grand pouvoir organisateur au niveau belge francophone. Donc au niveau secondaire, par exemple, ça représente pratiquement un peu plus de 60% des écoles, et donc des élèves du secondaire, qui viennent du réseau libre catholique.
Donc, on a ici le FELSI. FELSI, c'est des écoles qui sont sous ASBL, des associations sans but lucratif, pardon, et qui organisent un enseignement, parfois dans une petite maison, etc. Et il y a un nombre assez limité d'enseignants et d'élèves qui vont là-bas. Ils sont autonomes, ils sont subventionnés, ils sont reconnus, et ils sont non professionnels. Ça signifie tout simplement que confessionnel, c'est l'enseignement catholique versus l'ensemble des autres réseaux. Alors, la scolarité obligatoire va depuis l'année dernière de 5 à 18 ans, mais les enfants peuvent entrer à l'école à partir de 2 ans et demi. Donc, ils entrent dans le maternel, les parents choisissent, mais à partir de 5 ans, c'est obligatoire. L'organisation des études fonctionne en 3 étapes dans un premier temps, vous voyez ici, avec l'entrée de la maternelle à l'âge de 5 ans, jusque première et deuxième année du secondaire. Ça, c'est une première série d'organisation. On a 6 années d'enseignement primaire, de 6-7 ans à 11-12 ans, et puis les enfants entrent logiquement dans le secondaire à 12-13 ans et terminent à 17-18 ans. Je vous rappelle que l'enseignement étant obligatoire de 5 à 18 ans. Au secondaire, on a 2 grandes filières. Une filière que l'on appelle l'enseignement de transition qui donne accès à l'enseignement supérieur et une filière d'enseignement de qualification qui prépare à la vie professionnelle. Les 6 années sont organisées avec un premier degré d'observation. Donc, logiquement, tous les élèves arrivent là-bas après avoir obtenu un certificat d'enseignement primaire. Et ici, on a affaire à un D2D. Ce sont des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage et ils vont suivre un programme semblable, mais avec beaucoup plus de remédiation. Et puis là-bas, on a différentes sections, du général, du transition et de l'artistique, en fonction des écoles qui peuvent organiser ou pas ça. Vous voyez qu'il y a une possibilité de faire une 7e année. Ce n'est pas organisé dans la plupart des écoles. Et par exemple, les élèves qui souhaitent accéder à l'enseignement supérieur en ingénieur, ils ont un examen d'entrée. Ils peuvent suivre, par exemple, une année préparatoire à l'enseignement supérieur. Depuis quelques années, on nous parle en Belgique francophone du tronc commun. C'est un des axes de la réforme que l'on a appelé le pacte pour un enseignement d'excellence. C'est un programme qui a démarré en 2015 et qui se met maintenant en place petit à petit. Et donc, ça signifie que l'enseignement maternel, l'enseignement primaire et le degré inférieur de l'enseignement secondaire sont organisés en un tronc commun. Ça veut dire que, théoriquement, tous les élèves, depuis la première primaire jusqu'à la 3e secondaire, devraient avoir des cours polytechniques et pluridisciplinaires, les mêmes. Donc avant, on avait vraiment une possibilité avec des options, etc. Et donc maintenant, c'est vraiment un tronc commun. Avec un calendrier d'introduction progressif, vous avez vu qu'en septembre 2020, ça a commencé avec des maternelles. Et puis ça enchaîne, et on attend pour la rentrée 2028 la dernière phase, donc l'application de ce tronc commun pour la 3e secondaire. Donc, ça signifie forcément que les enseignants vont devoir se préparer petit à petit et mettre en place le système. Dans le degré supérieur du secondaire, les années S4 à S6. Donc là, on est 14-15 ans jusqu'à 17-18 ans. Il faut savoir qu'on se trouve encore dans un système ancien qui a démarré en 2000 avec des compétences terminales et il n'est pas concerné par la réforme actuelle, ce qui est un élément qui nous avait surpris au niveau de l'université en disant mais pourquoi fonctionnez-vous dans une réforme seulement jusqu'à la 3e secondaire puisque par la suite, les élèves qui terminent le secondaire devraient pouvoir enchaîner. Et la réponse qui nous avait été donnée, on verra à ce moment-là. On va d'abord essayer de lancer cette première partie.
Le changement, c'est donc pas maintenant pour tout le monde, ce qui est quand même assez surprenant. C'est mon point de vue tout à fait personnel. Et vous allez voir tout à l'heure, dans une diapositive où j'essaie un peu d'identifier les plus et les contre, il est un fait que les diplômés éducation physique qui sortent de l'université enseignent dans ces 3 années du secondaire supérieur. Et donc, leur formation dans les sciences biomédicales, etc., par rapport à la santé, forcément leur permettrait bien évidemment d'apporter quelque chose, et on regrette bien évidemment qu'il n'ait pas été impliqué davantage. Alors, l'horaire hebdomadaire de l'enseignement fondamental, c'est 28 périodes de 50 minutes de cours et d'activités pédagogiques au maternel et au primaire, avec 2 périodes d'éducation physique et à la santé et à la psychomotricité dans le maternel, et 2 périodes d'éducation physique et à la santé durant les 4 premières années du primaire, et puis ça passe à 3 périodes pour les 2 dernières années du primaire. Ça, c'est une première chose. Dans le secondaire inférieur, les 3 premières années du secondaire, c'est 32 périodes, il existe un peu plus, de 50 minutes, avec 3 périodes d'éducation physique et à la santé. Dans le supérieur, degré supérieur du secondaire, 32 périodes toujours par semaine, et 3 périodes d'éducation physique dans l'officiel. Rappelez-vous, les écoles qui dépendent de la communauté française, la Fédération Wallonie-Bruxelles, ou des villes, des provinces, et seulement 2 périodes dans l'enseignement libre, notamment dans l'enseignement catholique. Alors, si on analyse ceci, en vert, j'ai repris des choses positives, que moi je considère comme positives. Par exemple, c'est l'ajout de « et à la santé » à la dénomination du cours d'éducation physique. Et ça va notamment pendant tout le tronc commun jusqu'à la 3e secondaire. Par contre, je l'ai mis en rouge, le fait que les 3 dernières années du secondaire, on garde simplement l'éducation physique. Je trouve que c'est certainement une occasion manquée. Et puis, je vais dire en rouge, c'est le fait que l'on maintienne 2 périodes d'éducation physique comme avant, d'éducation physique à la santé en maternelle et dans les 4 premières années du secondaire, que l'on garde seulement 2 périodes d'éducation physique dans le supérieur dans l'enseignement catholique. Par contre, forcément, en vert, +1, on ajoute une période de cours d'éducation physique et à la santé dans le primaire, les 2 dernières années, donc c'est quand même quelque chose de positif, et on ajoute une période dans les 3, notamment dans le libre, pour le cours d'éducation physique dans les 3 premières années du secondaire. Donc, globalement, il y a des choses positives, et puis il y a des choses que je considère que c'est un peu une occasion manquée. Alors, les missions prioritaires, globalement, pour l'ensemble de l'école, il n'y a pas de changement avec cette nouvelle réforme. Confiance en soi de l'élève, développement de la personne, rendre les élèves aptes à apprendre toute leur vie, à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle. Je pense que je ne connais pas le programme par cœur côté québécois ou côté français, puisqu'on a une française parmi nous. Je pense qu'on retrouvera globalement les mêmes idées. Développer les citoyens responsables et développer une société démocratique solidaire, je pense qu'on se retrouve également d'un pays à l'autre. Moi, j'aimais bien dire à mes étudiants à l'époque, on va développer les citoyens responsables, notamment de leur corps. Donc, c'est quelque chose quand même assez important. Et assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale. Donc ça, je pense que d'un pays à l'autre, on retrouve, peut-être formulé de manière différente, mais les mêmes idées. Alors, pour comprendre les changements au niveau du tronc commun, donc, dans le tronc commun, le législateur, sur base de groupes de travail, a défini différents domaines d'apprentissage. Les domaines d'apprentissage, ce sont des regroupements de cours et d'activités dans ce fameux tronc commun. Et on va utiliser des référentiels. Ces référentiels se centrent sur le quoi enseigner, sur le quoi apprendre. Ils explicitent clairement et précisément les contenus et les attendus d'apprentissage, et ils sont fixés par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est donc le législateur qui définit, sur base de propositions venant de groupes de travail, qui définit ce que les élèves devraient apprendre. Et là où on est un petit peu différent, je pense que par rapport à d'autres pays, c'est que les programmes, le comment on va faire apprendre ces
référentiels, ces éléments-là. Ils vont être élaborés par les pouvoirs organisateurs, les fameux réseaux d'enseignement que je vous ai présentés au départ, l'officiel, le livre, etc. Et donc, dans chacun de ces réseaux, en se basant sur les référentiels, on va travailler avec des praticiens sur le terrain pour déterminer ce que l'on va réellement, comment on va réellement enseigner. Et ça, c'est quand même une particularité. Et à nouveau, c'est quelque chose, une occasion de manquer, d'après moi. Je pense que ça aurait été idéal de mettre tous les réseaux autour de la table et de créer un seul programme d'éducation physique et à la santé pour l'ensemble des élèves de la communauté française. Bien évidemment, ces programmes sont développés par chacun des réseaux, mais doivent être validés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, il y a une commission qui détermine que le programme du livre, que le programme de l'officiel vont être validés. Les 8 domaines d'apprentissage sont répartis en 2 groupes, 5 domaines spécifiques, avec notamment éducation physique et à la santé. Donc ça, c'est quand même quelque chose, à mes yeux, de super important. On a donné à l'éducation physique et à la santé une spécificité au sein de l'école. Et ça, c'est quand même, c'est pour ça, en rouge pour attirer l'attention, en vert pour montrer que c'était quand même super important. Et puis, on a 3 domaines transversaux qui sont là-bas, et comme leur nom l'indique, forcément, ils vont être transversaux à l'ensemble des référentiels, c'est-à-dire que je travaille dans le français, agriculture, que je travaille chez nous en éducation physique et à la santé, on va devoir se focaliser sur ces référentiels. Et puis, au sein de ces domaines-là, il va y avoir 9 référentiels de tronc commun. Il va y avoir 9 référentiels de tronc commun, et notamment un qui concerne l'éducation physique et à la santé. Alors, voilà comment ça se présente. C'est un document qui est ici. Vous aurez les références forcément dans le document, dans le diaporama, et le diaporama pourra être téléchargé. Je vous donnerai le lien à la fin. Vous pourrez aller chercher le diaporama. Sous la recommandation de Sylvain, je n'ai pas décrit l'ensemble du référentiel. Ça se trouve en annexe. Vous aurez en tout cas des exemples qui pourront illustrer, si vous voulez en savoir un peu plus. Et donc, forcément, ce document, c'est un projet qui explique, année par année, domaine référentiel domaine de compétences, champ de compétences par champ de compétences, compétence par compétence, tout ce que les élèves devraient apprendre, devraient maîtriser en termes de savoir, savoir-faire, etc. Et contenu et attendu année par année. Alors, d'emblée, je souligne que peut-être d'une école à l'autre, ça pourrait être un peu plus compliqué, compte tenu de l'évolution des élèves en fonction de leur développement personnel, etc. Il pourrait peut-être être compliqué, finalement, de respecter ces attendus aussi précisément que ça. Bon, ça, c'est une des questions que, à titre personnel, je me pose actuellement. Les visées d'apprentissage sur base de la littératie physique et de la littératie en santé, donc on a utilisé ceux qui ont proposé ces référentiels de compétences se sont quand même basés sur ces 2 concepts, s'inscrivent dans une perspective de développement global de l'élève, on en parlait tout à l'heure, mais surtout dans une gestion correcte de sa santé et de son bien-être. Ça doit vous parler, je pense, hein, les cousins québécois, puisque vous êtes certainement en avance par rapport à nous à ce niveau-là. C'est une réponse par rapport à une société de plus en plus sédentaire, d'accord. L'idée, c'est d'acquérir un ensemble d'outils visant à adopter un mode de vie actif et sain, actif. Okay, ça, c'est un truc super important à mes yeux. Félix le rappelait au départ, c'est quand même, pour moi, une chose super importante. Et naturellement, l'éducation physique et à la santé participe à l'épanouissement personnel, mais surtout, amener l'élève à intégrer les notions dans l'action. Donc, on garde vraiment bien la priorité sur le fait qu'on doit bouger, on doit se mettre sur le terrain et dans l'activité. Alors ça, c'est un modèle qui présente finalement le cours d'éducation physique et ce que l'on va attendre du cours d'éducation physique. Alors, l'enseignant en éducation physique et à la santé conduit des apprentissages dans 3 champs. Les habiletés motrices et d'expression,
on est en éducation physique, on apprend quand même une littératie physique, on va quand même développer tout ça. Gestion de sa santé et de sa sécurité, et des habiletés sociomotrices et citoyennes. Alors, ces trois champs de compétences, maîtriser les mouvements, interagir dans un groupe, être activement responsable de son bien-être, de sa santé globale, vont se décliner, comme c'est expliqué ici dans les différents tableaux, en différentes compétences. Donc, par exemple, ici, le développement des habiletés motrices et d'expression vont avoir 5 compétences qui sont décrites ici. Je ne vais pas les passer en revue. L'annexe 1, qui est disponible à la fin du diaporama, illustrera l'évolution des attendus d'apprentissage et des contenus des attendus d'apprentissage pour la compétence s'exprimer, communiquer. Ça, il y a un exemple. Le deuxième champ de compétences, les habiletés socio-motrices et citoyennes et la citoyenneté, il y a 3 compétences. Et de nouveau, je pense que vous allez retrouver des formulations qui ressemblent ou qui se rapprochent de ce que vous avez. Hein, donc, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et le troisième champ de compétences, c'est la gestion de sa santé et de la sécurité, avec de nouveau 5 compétences à travailler. Et bien évidemment, on retrouve une première compétence qui est directement à la condition physique. On se met en condition physique. Et puis après, on apprend à gérer sa santé au fur et à mesure. Ma traduction personnelle de tout ça, c'est qu'à un moment donné, l'éducation physique et à la santé vise à amener les jeunes à valoriser et à apprécier l'activité physique pour la vie, afin qu'ils soient motivés intrinsèquement à devenir ou à rester actifs et adopter un style de vie sain en dehors de l'éducation physique et à la santé. Et donc, ici, ce qui est très important, en tout cas dans ma philosophie, je ne parle plus ici de ce qui est proposé par le gouvernement, mais ma philosophie, c'est de faire en sorte qu'il y ait un lien direct, une application possible entre ce qui est fait au cours d'éducation physique et ce qui va se faire dans la vie personnelle de l'élève. Ça ne sert à rien de développer des choses, en fait, donner un super bon cours d'éducation physique qui reste dans le gymnase, qui reste dans la piscine, qui reste sur la piste d'athlétisme, qui est très important, c'est qu'on puisse vraiment appliquer ce qu'on a appris. Alors ça, c'est intéressant parce que je vous ai déjà présenté cette première partie, mais il y avait quelque chose en dessous. Et ce quelque chose est tout à fait nouveau dans l'ancien programme. Il y avait déjà, on parlait déjà finalement d'habileté socio-motrice, on parlait d'habileté motrice, on parlait de conditions physiques. Conditions physiques a été intégrée dans la gestion de la santé, ok? Mais ce qui est très intéressant, c'est que on a mis en évidence que le cours d'éducation physique et le prof d'éducation physique allait aussi avoir un autre rôle. Donc, il va donner un cours d'éducation physique de qualité, inclusif, ça c'est important, mais en plus, il va être impliqué dans d'autres piliers super importants de la promotion de l'activité physique au sein de l'école. Donc, par exemple, il va initier et valider des activités extra- et parascolaires, il va initier et valider des aménagements du milieu de vie, dans la cour de récréation, dans les couloirs, etc., pour permettre aux enfants, aux adolescents d'être plus en mouvement. Il va renforcer, encourager les déplacements actifs, venir à l'école à pied, en vélo, etc. Il va coopérer, encourager les activités physiques en classe. Et donc, ça, c'est totalement nouveau pour nous. Je sais que vous avez, Cherbourg a présenté à plusieurs reprises dans des congrès récemment le carnet les projets de promotion de l'activité physique dans les écoles, et finalement on retrouve ça. Et donc je trouve que c'était super intéressant de mettre en évidence qu'on était parvenu à faire comprendre aux responsables que c'était fondamental de donner, de mettre noir sur blanc que le prof d'éducation physique, le rôle du prof d'éducation physique ne s'arrêtait pas simplement donner un cours d'éducation physique à la santé. Alors, forcément, on va mettre en avant la découverte et l'expérimentation motrice. On va ouvrir les élèves vers des activités de mouvement totalement différentes.
Donc, ce n'est pas uniquement le sport, mais c'est aussi les loisirs, c'est aussi les jeux traditionnels, c'est aussi les activités artistiques. Donc ça, c'est un élément. Pourquoi? Parce que dans la mentalité des profs d'éducation physique, c'est souvent le lien entre cours d'éducation physique et activités sportives dans les clubs. Donc là, on va essayer de faire comprendre qu'il y a beaucoup plus. Le numérique, tout ce qui est digital, tout ce qui est nouvelles technologies, doit être mis au service de l'apprentissage et de la motivation dans le cours. C'est intéressant. Et puis, ce dont je parlais tout à l'heure, l'enseignant en éducation physique et à la santé devient un référent privilégié au sein de l'école pour développer une activité physique plus générale au sein de l'école, mais aussi en lien avec la communauté. Alors c'est beau tout ça, j'en arrive déjà à présenter une certaine analyse. Donc la réaction des enseignants par rapport à tout ça, ben, on n'a pas encore tellement de recul, honnêtement. Ce que je peux percevoir d'après les contacts que j'ai eus, c'est qu'on considère que les attendus et leur évolution est quelque chose d'assez complexe. Il va falloir travailler pour essayer de respecter cette évolution. Au niveau de leur réaction, on a une certaine réticence au changement dans une partie de la population, une certaine indifférence en disant on va continuer de toute manière comme on fait, ou alors réellement un certain intérêt en disant tiens là on a vraiment une carte à jouer, et notamment pour tout ce qui concerne la place centrale du prof d'éducation physique comme pierre angulaire de la promotion de l'activité physique au sein des écoles. Et là, il y en a qui disent, oui, on a un rôle à jouer, ça pourrait revaloriser notre discipline. En ce qui concerne la formation des enseignants, les structures de formation initiale adaptent leur programme depuis déjà quelques années, et il existe quelques ressources pour aider les praticiens, notamment un site internet qui est accessible uniquement aux enseignants de la communauté française, qui propose des outils, qui propose des exemples, et notamment on a été chercher pas mal d'exemples qui venaient du Québec, merci. Mais il y aura aussi quelques formations continues, et jusqu'à présent, ces formations continues, c'est plus sur le plan administratif. Qu'est-ce que vous devez faire, etc. Quels sont les attendus, comment maîtriser les nouvelles compétences. Et je pense que là, il y a réellement un effort de notre côté à mettre en place des formations beaucoup plus spécifiques qui intègrent les enseignants, je ne vais pas dire exploiter, c'est un peu péjoratif, mais qui utilisent, qui mettent en valeur les solutions qu'ils élaborent et qu'ils partagent avec les autres. Les attendus très spécifiques année par année, j'en parlais tout à l'heure, c'est très bien, c'est compréhensible, mais certainement compliqué en fonction du public auquel on a affaire sur le terrain. Les programmes restent sous le contrôle des réseaux. J'ai déjà évoqué cet élément précédemment. Bon, personnellement, c'est vraiment une occasion manquée d'uniformiser les cours, d'avoir dans chaque école la même philosophie, la même orientation. Donc on risque encore d'avoir des écoles à différentes vitesses. C'est un peu dommage. L'implication du prof d'éducation physique en tant que coordinateur de l'activité physique, du bien-être et de la santé, c'est, à mes yeux, c'est une richesse. Maintenant, les questions, c'est quelles seront leurs disponibilités, support administratif, ressources, volontés réelles sur le terrain. C'est exactement ce que vous avez rencontré. Et donc, je pense que mes collègues auront fort à faire pour essayer de motiver, d'entraîner, profiter vraiment de cette opportunité qui nous est offerte. Et puis, le degré supérieur du secondaire, les 3 dernières années où les diplômés universitaires sont impliqués, ne sont pas concernés par la réforme, malgré des arguments tels que formation universitaire des enseignants, défi de l'accès au supérieur et à la vie professionnelle, on en parlait tout à l'heure. Quand les élèves quittent le secondaire, on constate dans tous les pays un effondrement de l'activité physique. Donc, à mes yeux, encore une fois, je dis c'est à ce moment-là qu'on devrait essayer de mettre le paquet pour leur permettre d'assurer une transition la plus efficace possible, de telle manière à ce qu'ils apprennent à appliquer ce qu'on leur a appris pendant le secondaire dans leur vie professionnelle ou dans leur vie au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, c'est beau tout ce qu'on a vu, mais il y a du boulot. Okay. Alors, je voudrais passer encore 3 minutes
pour une petite comparaison Fédération Wallonie-Bruxelles-Québec. Donc, avec Joël Grenier de Montréal et un étudiant de Liège qui avait fait un séjour au Québec, on a interrogé des élèves, des enseignants et des élèves dans les deux communautés, dans les deux régions, pardon, et puis on a analysé, bien évidemment, cet élément-là. Je vais me centrer sur quelques informations. Donc, quelle est, d'après les élèves, je me centre uniquement là-dessus, quelle est la contribution de l'éducation physique à la santé dans la motivation des élèves à être physiquement actifs? Ben, vous voyez qu'il y a un avis positif à 90% au niveau des élèves québécois. À l'époque, on ne parlait pas encore nécessairement de santé, d'activité physique, etc. en Wallonie. Et on constate quand même que les 3/4 des réponses étaient positives. Par contre, j'attire votre attention sur la proportion de réponses très positives. Donc, c'est pratiquement le double au Québec. Donc, ça, c'est bien, ils sont d'accord, oui, il y a quelque chose, mais ils ne sont pas hyper convaincus. Et donc, j'espère qu'avec cette réforme que nous lançons côté francophone belge, on va essayer de convaincre les élèves qui sortent du secondaire, puisque c'était des élèves de fin de secondaire, que nous les aidons à être motivés à être physiquement actifs. Deuxième question, et ça je pense que c'est directement en lien avec le programme chez vous, quelle est la contribution de l'EPS dans la confiance des élèves à adopter un style de vie physiquement actif? Là on est un petit peu plus bas ici, on est à 81% côté québécois, on est à peine à 1 sur 2 côté francophone belge, et à nouveau j'attire votre attention sur la différence qu'il y a de réponses très positives. Donc, de nouveau, côté québécois, on a quand même une proportion appréciable de personnes qui disent « Oui, ça marche, on me donne confiance ». Côté francophone, je crois qu'il y a belge, il y a encore un gros effort à faire. Troisième question, c'était la contribution de l'EPS dans la préparation des élèves à être des citoyens actifs autonomes, donc être autonomes. Et là, de nouveau, on est à 3 sur 4 côté québécois. Et on est à peine un peu plus que 1 sur 2 côté belge francophone, avec de nouveau cette différence là, qui devrait, j'espère, se résorber dans le futur. Et puis, dernier élément, contribution de l'EPS dans les connaissances des élèves sur l'activité physique. Les élèves québécois sont à 9 sur 10 convaincus qu'ils ont acquis des connaissances, on ne les a pas contrôlées, bien évidemment. Et côté francophone, on est pratiquement à 4 sur 5, ce qui n'est déjà pas mal, mais qui me semble être surfait quand j'interrogeais les étudiants qui arrivaient en kinésithérapie ou en éducation physique en première année, et quand je les interrogeais sur différents éléments en lien avec l'activité physique, je pense que leur connaissance n'était certainement pas aussi importante. Donc, ils ont certainement l'impression d'avoir appris quelque chose, mais leurs connaissances réelles sont certainement moins développées que ce qu'ils nous laissent. Alors, un take-home message, un message pour partir. Une réforme ambitieuse, l'évolution vers une éducation physique de qualité inclusive, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et je ne sais qui souscrire. Une augmentation du nombre de périodes hebdomadaires dans certains cas, donc c'est un plus, même si on rêve toujours davantage. On est passé très près d'une réduction, donc je pense qu'il a quand même fallu mener certaines actions pour être certain qu'on ait ça, et une mise en valeur potentielle du rôle des professeurs d'éducation physique. Tout ça, c'est des choses très positives à mes yeux. Et puis, il y a quand même un mais, le support pour la mise en œuvre sur le terrain devrait encore être amélioré. Le suivi de l'opérationnalisation reste à mettre en œuvre. Je ne sais pas du tout ce qui va être mis à la disposition des enseignants pour les aider, pour voir dans quelle mesure cette réforme passe. Et puis, en tant que scientifique, bien évidemment, je pense que je suis déçu de ne pas avoir déjà entendu parler d'une mesure de l'impact de cette réforme.
parce que c'est bien de mettre en place des réformes. Théoriquement, ça se justifie, mais qu'est-ce qu'on change? Alors, dans le domaine de l'éducation physique et à la santé, ben, je compte sur les équipes qui travaillent à l'Université de Liège et dans les autres universités de la partie francophone du pays pour aller chercher des données et voir si finalement on se rapproche de ce qui se passe au Québec. Et donc voilà, avec leurs 2 décennies d'expérience, les cousins québécois pourront manifestement continuer à être une source d'inspiration. Et puis, voilà, à l'amitié que nous avons entre le Québec et les différentes composantes de la partie francophone belge. Je vous remercie. C'est ici que vous pouvez certainement prendre une petite photo du lien pour pouvoir télécharger le diaporama. Il restera naturellement, ça a été enregistré, donc les personnes pourront aller les chercher s'ils le souhaitent. Et je rappelle qu'à la fin de ce diaporama se trouvent des annexes avec d'autres informations, puis les références. Et je pense que dans les temps, non? Oui, tout à fait. Ouais, presque. Oui, tout à fait. Bon, je pense que Sylvain applaudit principalement parce que j'ai respecté le timing. Donc, on en serait rendu à la période questions-échanges, discussion. Donc, ici en salle, seulement lever la main. Pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez aussi lever la main, en fait, en cliquant sur la petite main virtuelle, puis je pourrai vous donner la parole au moment opportun. Donc, est-ce que j'ai des questions? Oh. Merci beaucoup, Marc. C'est vraiment intéressant. Puis je suis contente de voir l'évolution que ça a pris dans les dernières années. J'avais une question que tu as toi-même posée par rapport aux conditions qui sont mises en place dans le milieu pour justement ce nouveau rôle-là de l'enseignant d'éducation physique, parce que ce qui est dans la littérature, puis aussi ce qu'on observe là, depuis quelques années ici, c'est que c'est vraiment tributaire des conditions qui sont offertes de dégagement, du soutien. Qu'est-ce qui est prévu de votre côté? Parce que c'est au tout début, là, je comprends que c'est encore en réflexion, ou est-ce qu'il y a des actions qui sont prises pour justement mettre des conditions favorables? Parce que sinon, ça ne passera pas. Là. Alors, ma réponse est, dans la limite de mes connaissances et du suivi des dossiers que j'ai depuis le début, la réponse est rien. Okay? Donc, d'un côté, on a le législateur qui est là avec un beau projet, on a mis en évidence que c'était important, qu'il fallait partir dans cette direction-là, etc. Et pour aider les enseignants à mettre en place cette réforme, pour l'instant, il n'y a rien. Donc vous avez les deux lois ou les deux motions, les deux mesures, voilà, hein, dont vous avez expliqué, etc. Et puis il y a eu des subsides, je pense, pour permettre à des structures universitaires et scolaires, certainement, pour aider les enseignants à mettre en place des activités. Alors, chez nous, quand je dis chez nous, en Belgique francophone, je pense que dans les hautes écoles et dans les universités, ça fait quand même déjà depuis une dizaine d'années qu'on essaie de travailler, même si ce n'était pas encore officiel, on essayait déjà de travailler sur tout ce qui était éducation à la santé, transformation du rôle du professeur d'éducation physique en pierre angulaire de la promotion de l'activité physique au sein de l'école. Et on a mis dans les formations initiales toute une série de séminaires, de tables de discussion, et puis les étudiants qui partaient en stage devaient expliquer systématiquement ce qu'ils faisaient dans ce cadre-là, etc. Donc, dans le cadre de la formation initiale, les 6 dernières promotions devraient être prêtes à prendre ce rôle-là. Si ce n'est que sur le terrain, on n'a pas nécessairement des équipes qui sont prêtes à les accueillir à bras ouverts en disant « Ouais, venez !» On connaît les réticences et la résistance au changement. Bon, ça fait quand même déjà 3 ans, mais la dernière année que j'enseignais, une des étudiantes était venue me trouver en disant « Écoutez, monsieur, c'est quand même marrant. Quand je suis arrivé et que j'ai voulu mettre ça en place, ma maître de stage m'a rigolé au nez. Elle dit « Mais c'est pas possible, ça ne marchera pas. » Et puis quand elle a vu que ce qu'on avait mis en place dans le cadre de la préparation
motiver les élèves, qu'elle n'avait jamais vu les élèves motivés de cette manière-là, et bouger comme ça, elle m'a dit « Ah, tu me passeras ta préparation ». Donc, manifestement, les élèves, enfin nos étudiants sont préparés. Le tout est de voir s'ils auront une personnalité suffisante que pour pouvoir mettre ça en place face aux résistances. Deuxième chose, ça fait 3 ans qu'on a proposé l'organisation d'une formation en cours de carrière qui est spécifiquement centrée sur le développement de ce genre d'activité avec des acteurs extérieurs, etc. Et malheureusement, il y a eu Covid. Et donc, cette formation, on espère la mettre en place ici au mois de mars 2023. J'espère que ce sera la bonne. Et c'est une formation qui a été élaborée en essayant d'exploiter les approches modernes de collaboration, de participation, de développement en commun des outils. Partir de la base, de ce qu'ils ont sur le terrain, pour que ça puisse marcher, parvenir, voilà ce que vous devez faire. Juste un petit complément, une question par rapport aux directions des écoles, aux gens qui s'occupent des écoles. Est-ce qu'il y a des actions qui sont faites avec ces gens-là? Parce qu'on sait que si eux ne sont pas achetés. Alors, dans ce cadre-là, par exemple, à côté de mon activité de retraité, j'ai une petite ASBL qui s'appelle Tu bouges tes biens, okay, TB carré. Et avec cette ASBL, je propose mes services modestes à des directions d'école qui souhaiteraient mettre en place un projet. Et donc, on essaye d'aider les écoles à développer leur propre activité, un peu ce que vous faites dans le cadre des directives, etc. Et donc, il y a plusieurs écoles qui ont accepté, qui ont fait appel au service, et puis qui mettent ça en place par eux-mêmes. Il faut savoir que dans chaque école, la direction a un certain nombre d'heures de formation continue et de travail collectif. Et tout dépend de ce que la direction et le conseil des enseignants choisira comme priorité. Il est fort à parier que les problématiques liées à la différenciation, les problématiques liées à l'utilisation des nouvelles technologies, etc., vont peut-être prendre la priorité sur la mise en place d'une école qui s'active. Jean-François? Oui, merci Marc d'avoir pris la peine de jeter les bases nécessaires à la compréhension du système belge d'éducation. Évidemment, on n'est pas tous familiers, puis effectivement, c'est un peu complexe. Donc, merci pour ça. J'espère que c'est un peu moins complexe. Ben, en tout cas, on peut le saisir au moins là, pour les besoins de l'occasion qui nous est offerte. Tu as parlé de résistance, tu as parlé de changement de rôle chez l'éducateur physique. Est-ce qu'il y a des recherches qui ont été faites pour voir comment les enseignants qui étaient déjà en pratique, qui avaient déjà peut-être quelques années d'expérience derrière la cravate, perçoivent ces changements dans le rôle de l'éducateur physique? Alors, actuellement, il n'y a pas de données qui portent sur la mise en place de cette nouvelle réforme. Donc, actuellement, il est possible que certains de mes collègues aient profité de cette situation pour lancer une série de projets de recherche et de voir comment les acteurs de terrain vont digérer cette réforme. Parce que la réforme, quelque part, elle s'est mise, comme on dit chez nous, un peu en stummeling. Il y avait le Covid, la réforme est arrivée, et maintenant on dit, ben, vous avez géré le Covid pendant 2 ans, maintenant vous avez une réforme. Donc, c'est un peu compliqué pour l'instant de savoir exactement comment réagissent les praticiens, les enseignants, les directions sur le terrain. Maintenant, je vais dire avec du recul, chaque fois qu'il y a eu des modifications de programmes, etc., on a constaté du côté des enseignants, parce que
J'étais en contact avec de nombreux profs dans le cadre de supervision de stages, différentes études, etc. Et les réactions des enseignants par rapport à ces réformes-là, c'était de dire, oui, on va voir, on va s'y mettre petit à petit. Et ce que j'ai constaté, c'est que les réformes étaient davantage mises en place au fur et à mesure par les étudiants qui sortaient, davantage que par les enseignants qui étaient en place, qui avaient tendance à adapter leur ancien mode de fonctionnement et l'adapter plus ou moins avec les réformes, pour essayer de faire caler le plus possible sans trop changer. Et de nouveau, je ne peux pas te donner une référence publiée, c'est plus lié à des contacts informels, formels avec les collègues. Par contre, on a organisé des formations en cours de carrière pour les enseignants, on a fait des formations centrées sur les compétences, et je me rappelle de certains enseignants qui disaient, qui réagissaient comme ça, je le ferai quand même comme je veux. Ben bon, ça vous avez partout, et ce n'était pas une majorité, hein, donc la plupart comprenaient les raisons pour lesquelles on essayait de faire évoluer le programme et les objectifs, mais chacun devait accepter de modifier ses pratiques en fonction de ses disponibilités, de sa motivation, de ses opportunités. Un complément. Je suis resté accroché à quelque chose que tu as dit. Tu disais que les programmes prescrivent le comment enseigner. C'est bien ce que tu as dit. Hein? Alors, les programmes, le comment enseigner. Alors, le comment enseigner, c'est dire, voilà, vous devez atteindre telle et telle chose. Pour atteindre telle et telle chose, voilà comment vous pouvez faire. C'est une prescription ou c'est des suggestions? Alors, ce n'est pas une prescription stricte, mais c'est un guide. Et on dit, ben, voilà comment vous allez pouvoir développer des compétences. Et chaque réseau va traduire les attendus, les contenus, etc. en disant, ben voilà, voilà, par exemple, dans telle discipline, comment vous pouvez atteindre, comment vous pouvez développer telle compétence, etc. Et donc, de nouveau, il n'y a pas un programme qui doit être suivi à la lettre. Donc, l'enseignant est vraiment à une liberté pédagogique pour atteindre les objectifs, mais on lui donne des guides. Tu vois? Et par exemple, dans l'ancien programme, il y avait des compétences et il y avait des priorités, enfin, c'était un autre terme, et donc c'était un tableau à deux entrées. Et dans l'enseignement officiel, on s'était basé sur les compétences, et dans l'enseignement libre catholique, on s'était lancé sur les priorités. La santé, sécurité, expression, etc. Et l'approche qui était privilégiée par le réseau faisait que tu abordais le cours d'éducation physique d'une manière un peu différente, alors que tu étais dans la même communauté de vie. Ouais. Merci. Sylvain? Oui, ben en fait, premièrement, merci Marc pour la présentation. Effectivement, je pense que ça nous a permis de bien saisir et de voir où vous en êtes rendu, en fait, dans la transformation de l'éducation physique et à la santé. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a 4 ans, dans un congrès, Marc, dans sa gentillesse, c'était des Italiennes qui présentaient sur un nouveau programme en éducation physique et à la santé. Et Marc de se retourner et de dire, bien, ça tombe bien, on a un Québécois qui est dans la salle et qui pourra donner ses commentaires. Donc, il m'avait lancé, en fait, la balle. Je ne me souviens pas si tu te souviens de la réponse que j'avais donnée parce que ça avait un peu brisé les visages des gens. Et je vais te relancer ça 4 ans plus tard, mais plus dans une réflexion pour voir où toi tu en es rendu. Puis par rapport à ce que tu nous as présenté, dans le projet de recherche avec Joanne Grenier, ce qu'on voit apparaître, en fait, ce sont des questions qui sont spécifiquement rattachées au mode de vie physiquement actif. Pas rattachées à l'éducation et à la santé. Ma question, et ce que j'avais dit il y a 4 ans, je ne sais pas si tu te souviens, je me disais, est-ce qu'on fait bien en éducation physique de s'orienter vers l'éducation à la santé ou ne devrions pas être plutôt éducation physique et mode de vie physiquement actif? Et quand je regarde ce que tu nous as présenté aujourd'hui, on voit encore la dualité, hein, parce que le tableau, quand tu nous as amené à partir du bas,
éducateur physique amené à coordonner l'activité physique, on se détache. Et en se détachant de l'éducation à la santé, en fait, on se rapproche de notre singularité, qui est la motricité humaine. Tu parlais de résistance, d'indifférence, et quand tu as parlé d'intérêt, tu ne l'as pas fait en lien avec l'éducation à la santé nécessairement, mais en lien avec le mode de vie physiquement actif. Donc, il y a 4 ans, je vous ai dit, je ne sais pas si en éducation physique, on n'a pas fait une erreur d'aller vers l'éducation à la santé éclatée sur plein de thématiques, versus d'avoir concentré nos efforts sur le mode de vie physiquement actif et créer un environnement à l'école qui permet de développer l'élève sous cet angle. Je ne sais pas 4 ans plus tard où tu en es rendu cette réflexion-là, mais... Ouais. Au niveau de la réflexion, à titre personnel, à nouveau, ici, ce titre personnel, ça ne concerne pas le programme, il a été décidé par le législateur, etc. À titre personnel, je pense que si le prof d'éducation physique est déjà capable d'inciter ses élèves à comprendre qu'il est important d'être physiquement actif, et dans l'activité physique de respecter toute une série d'éléments liés à la santé, parce que dans la santé physique, tu vas avoir le fait de boire de l'eau régulièrement, tu vas avoir le fait de te nourrir correctement pour faire une activité physique. Et je ne parle pas spécialement d'une activité sportive. L'activité physique, tu vas aller bûcheronner, puisqu'on est au Québec, on va aller bûcheronner, on est dans l'activité physique. Hein, bûcheronner, on ne fait pas ça chez nous. Hein. Donc, tu vas devoir te préparer par rapport à l'effort que tu vas réaliser. Donc, tu peux gérer ça par rapport à ça. Tu peux avoir tout ce qui est toute la partie sécurité, le maintien du dos, le fait de gérer un effort, etc. Tous ces éléments sont liés à la santé, mais la santé est rattachée à la pratique d'une activité physique. Alors, il y a un élément qui nous posait problème à un moment quand on a discuté, c'est par exemple tout ce qui est santé psycho-affective et sexuelle, par exemple. La prévention des comportements à risque, etc. Alors, comportement à risque, à un moment donné, dans l'activité physique, dans un cours d'éducation physique, on fait faire du parcours. On peut apprendre à l'élève, par l'intermédiaire de l'activité qu'on lui propose, à prendre ou ne pas prendre un risque, à mesurer le risque, et lui essayer de lui expliquer, voilà, ce que tu fais là, dans cet exercice de parcours, où tu dois sauter d'un plinth en équilibre vers un autre plinth en équilibre, tu vas devoir mesurer ça dans d'autres aspects de ta vie. Lorsque tu vas commencer à rouler en voiture, etc., tu vas devoir mesurer le risque. Tu peux t'inspirer de ce que tu as vécu là par rapport à d'autres situations. Maintenant, je tourne un peu, je fais une réponse de Normand, dans le sens où j'estime que de mon côté, la priorité, c'est le développement d'un style de vie actif, à long terme, parce que c'est notre core business en tant que prof d'éducation physique. Mais je pense qu'en plus, par l'intermédiaire de l'activité physique que l'on propose dans nos cours et que l'on transfère dans la vie de tous les jours, on peut introduire toute une série de notions liées à la santé. Mais on ne sera pas les seuls à l'école à pouvoir parler de ça. Tout à l'heure, je parlais d'une formation en cours de carrière en faisant intervenir des acteurs extérieurs. Et on va faire appel à toute une série de spécialistes qui vont nous parler de l'alimentation, qui vont nous parler des assuétudes, cigarettes, consommation d'alcool, de drogue, etc. À un moment donné, en éducation physique, on va parler d'un sportif qui va faire appel à une certaine médication parce qu'il a mal quelque part et il faut absolument qu'il participe à une compétition. On peut introduire cette discussion-là dans le cours d'éducation physique et on fait quelque part de l'éducation à la santé. Mais lié toujours à l'activité physique, à l'activité sportive, aux loisirs actifs, etc. Enfin, c'est mon point de vue. Comment est-ce que ça va être traduit? Je pense qu'on a réalisé une étude il y a quelque temps sur 21 pays européens qui avaient participé à un bouquin sur l'enseignement de l'éducation physique à la santé. Il y avait 40 ou 45 pays qui avaient participé et je m'étais centré sur les pays européens. Et on voyait que la notion d'éducation à la santé allait de simplement
du côté hongrois, travail de la condition physique avec des tests suivis, etc., à un travail dans un autre pays, je ne me rappelle plus lequel, où on allait justement dans d'autres éléments qui étaient liés à l'alimentation, à la sécurité, etc. Donc, la conception même d'éducation à la santé varie très fort d'un pays à l'autre en fonction des directives, de la culture, etc. Merci Marc. Je proposerais de clore parce que c'est l'heure de la fin de la présentation. Mais je suggère aux gens qui veulent continuer à échanger avec Marc de rester et pouvoir poser leurs questions. Je savais quand même qu'ils devaient quitter. Merci beaucoup encore une fois.